Merci pour votre reportage sur cette mère et sa fille Camille. Merci d'avoir donné la parole à tout le monde. 5 ans à vivre caché dans les environs de Morges et pourtant scolarisé en école privée puis au gymnase. Dans un pays où chaque Suisse sait ce que fait son voisin, votre histoire me laisse songeuse. Ils ont du souci à se faire, les Brésiliens, avec leurs armes. Les mômes, à 8 ans, ils ont rien d'autre à faire? Votre reportage est tronqué par vos idées politiques de gauche et votre aveuglement sans critique pour le nouveau président Lula. J'aurais aimé savoir piloter un avion. Je conduis une voiture, c'est bien, mais personne ne m'applaudit lorsque je fais mon créneau. Mon rêve petite, c'était de me marier à un pilote d'avion. Hélas, je me suis mariée à un comptable. Ce soir, dans Mise au point, les urgences au bord de la rupture. Avec l'afflux toujours plus grand de patients et le manque de personnel, les services sont sous pression, les employés souvent à bout. Nous avons passé la semaine dans un de ces services d'urgence romans, à l'hôpital de Fribourg. C'est une académie qui fait miroiter à ses membres de faire fortune dans les cryptos. À Zurich, elle a réuni des milliers de jeunes, mais en Espagne, l'un de ses bastions. L'organisation est accusée de dérive sectaire. Enquête. Quelle musique sera jouée à votre enterrement? Quelles fleurs préférez-vous sur votre cercueil? De plus en plus de romans choisissent de préparer eux-mêmes leurs funérailles. Reportage à découvrir en fin d'émission. Bonsoir, bienvenue dans Mise au point. Cette semaine a marqué le grand retour de Greta Thunberg. L'icône de la lutte pour l'environnement a désormais 20 ans, mais est toujours très remarquée à Davos. Gilles Clémenceau s'est demandé si ce n'était que le début de Greta. Depuis quelques jours, Greta Thunberg a 20 ans, le bel âge. Et elle était de retour au WEF jeudi pour faire la morale aux grands de ce monde. Les gens ici défendent leurs profits, le profit de leur entreprise et les profits à court terme aux dépens des populations et de la planète. La première fois qu'elle est venue à Davos, c'était il y a 4 ans. Le monde découvrait alors une jeune Suédoise horrifiée par le réchauffement climatique. Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. Je veux que vous agissiez. Au début de cette semaine, elle apportait son soutien aux activistes qui tentaient de freiner l'extension d'une mine de charbon dans l'ouest de l'Allemagne. L'Allemagne, en tant qu'un des plus grands pollueurs au monde, a une grande responsabilité. Et pour faire bonne façon, elle a été brièvement arrêtée puis emmenée au poste par des policiers pris au piège. Heureusement, tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ah, la gadoue, on connaît la chanson. En fait, ces policiers allemands, ils sont un peu comme nous face au réchauffement climatique, enlisés. Et pour Greta, c'est sans fin. 5 ans de combat, des sit-ins, des marches pour le climat partout dans le monde. Mais une tendance difficile à inverser. Greta est devenue une icône aussi adulée que détestée, sauf qu'aujourd'hui elle a 20 ans, fini de jouer les ados outrés. How dare you! Elle le sait, voici ce qu'elle disait il y a 4 ans déjà dans un magazine américain. Je ne vais pas rester si intéressante longtemps. Cela va bientôt s'estomper. J'espère juste que l'attention va rester focalisée sur le mouvement. Mais alors, elle va faire quoi de sa vie, Greta? Prendre sa retraite? En 2050, si cela continue comme ça, il devrait faire 2 à 3 degrés de plus en moyenne. Et elle aura seulement 47 ans. Alors désolé Greta, mais il va sans doute falloir attendre un peu avant de raccrocher. Et qui sait, peut-être qu'il faudra même repousser l'âge de la retraite. La situation est très préoccupante dans les services d'urgence romans. D'un côté, une très forte affluence de patients, de l'autre, un colossal manque de personnel. Près de 15 000 postes seraient à pourvoir dans le secteur des soins en Suisse. À Martigny, le service des urgences a été fermé la nuit. Ailleurs, les urgentistes continuent malgré une très forte pression.
Notre équipe a passé une partie de la semaine aux urgences de Fribourg pour s'en rendre compte. C'est le reportage de Carole Effliger et Stéphane Saporito. La nuit est tombée sur l'hôpital cantonal de Fribourg. Il est 21h et les températures ont chuté bien en dessous de zéro. Un calme apparent règne ce soir, mais le silence est trompeur. Il y a les accidents de neige qui vont arriver là. Car les urgentistes le savent, la nuit glacée laisse présager un flux important de patients. Voilà. Jusqu'au petit matin, médecins, infirmiers, aides-soignants vont ainsi venir en aide à toutes celles et ceux que les aléas de la vie ont abîmés. Un homme vient d'être transporté à l'hôpital après un arrêt cardiaque. Son pronostic vital est engagé. 1, 2, 3. Dans le bloc, des médecins, des infirmiers, des ambulanciers. Toutes et tous s'activent autour du patient pour tenter de le réanimer. Thomas Schmutz, médecin-chef au service des urgences, coordonne l'opération. Vous voyez, il y a une grande équipe qui est mobilisée autour de lui. Ça ralentit la prise en charge de tous les autres patients. Donc l'urgence vitale n'attend pas. Et par contre, les cas les moins graves, pendant ce temps-là, vont attendre un certain temps. Donc il va falloir les informer que leur prise en charge est ralentie. Sauver une vie restera donc toujours une priorité absolue. Moi, j'ai pas de coup. Assistoli, on continue. On a encore l'adrénaline ici. Après 30 minutes de massage cardiaque et malgré tous les efforts des urgentistes, le cœur de l'homme ne repartira pas. La nuit promet d'être longue, alors les soignants récupèrent des forces dès qu'ils le peuvent. Et ce soir, Buntai Somkit, l'aide-soignant, est inquiet. Lorsqu'on aura tout ce qui est traumatisme dû à la neige, je ne sais pas comment on va pouvoir absorber tout ce flux-là. On va gérer l'un après l'autre. Voilà. Le temps d'avaler quelques pâtes au beurre, et on retrouve Christelle Robatel en charge du tri à l'accueil. Je vous laisserai voir avec mon collègue juste là. Il va faire les admissions pour les urgences pédiatriques. Il va vous expliquer où aller ensuite. Merci. Ah, komm ins Nord. Ja, c'est vrai. Merci. Bitte schön. Depuis cet après-midi, elle a super mal aux oreilles. Oui. Elle avait mal au sinus. Ok. On va aller voir tout ça. Je vous laisse venir voir avec moi dans le numéro 1. Je vais aller chercher mon collègue pour faire l'admission. Je vous laisse asseoir sur le fauteuil bleu. Madame, vous pouvez mettre sur la chaise juste à côté. Je vais juste attendre que mon collègue arrive. Alors moi, mon rôle, c'est de rester là, à l'accueil des urgences, et d'accueillir les gens qui arrivent par la porte principale. Je vais les installer dans un des 2 box de triage. Après, je discute avec eux, je vois qu'est-ce que c'est leur problème, et puis ça me permet d'évaluer aussi le degré de gravité, si je les installe en salle d'attente, ou si je dois les installer directement au secteur de soins. Oui, c'est Christelle. Écoute, il y a une ambulance qui va arriver d'ici une quarantaine de minutes à peu près. Je vais installer, je pense, au box 9. C'est une décompensation psy avec police, je me note tout le temps, toi. Ça peut être très calme pendant des heures, comme on peut avoir un gros flux pendant nos 12 heures de service. Et puis c'est cet imprévu, en fait, qui nous plaît. Et puis voilà, donc voilà, on peut pas créer ce qui arrive, on attend, on voit bien ce qui arrive, et puis voilà. Et les patients commencent à affluer. Ils attendront 2h30 en moyenne avant d'être pris en charge, mais ce soir, ils semblent plutôt compréhensifs. J'étais sur un échafaudage et aujourd'hui il neige, donc du coup j'ai glissé et je suis tombé sur le tibia. J'habite sur la région de Marseille, donc les urgences c'est beaucoup plus long d'habitude. Donc pour l'instant ça va, j'attends, ça va. Alors je viens parce que j'ai mal ici et puis ça me fait mal aussi derrière au dos. On m'a pris directement en charge, alors c'est super. Moi je trouve que ceux qui travaillent aux urgences, ils ont du mérite. Vraiment. Parce que les gens, ils rouspètent, parce qu'ils attendent, etc. Mais ils prennent d'abord les cas urgents, d'abord. Puis moi, je suis chrétienne, alors je crois en Jésus. Alors d'abord, je prie avant de venir chez le médecin. Si les urgences accueillent des cas souvent extrêmes, nombreux sont les patients qui s'y rendent faute de savoir à qui d'autre s'adresser. Cette adolescente de 16 ans se plaint de douleurs thoraciques. C'est la médecin assistante Erin Gonvert qui va la prendre en charge. Qu'est-ce qui vous a fait venir ce soir spécifiquement? Pourquoi maintenant?
Ma mère, elle a voulu aller à l'hôpital, du coup, parce qu'elle elle est mal du... Enfin, elle est aussi là. Du coup, j'ai dit, je vais avec elle pour voir. Parce qu'elle est à l'hôpital. Elle est aussi là. Pour vous accompagner ou parce qu'elle consulte? Parce qu'elle consulte, ouais. Ok. Puis ces douleurs, elles ont une irradiation, c'est-à-dire qu'elles partent dans une direction ou bien elles restent là devant? C'est là, vers le cœur. Là devant. Ok. Comme un coup de couteau. Exactement. Je la force de rien faire en fait. Et tu te sens un peu déprimée, un peu triste? Il y a quelque chose qui te déprime ce temps? Tu peux te laisser aller ici, t'es en sécurité. Hein. Ça doit sortir, ça sort, ok? Et tu penses que c'est le stress qui fait ça? En fait, t'es triste comme ça? Je pense, oui. Avec le travail, j'ai ma formatrice, ma gérante qui sont pas très sympas. Pas qu'avec moi, avec mes autres collègues aussi. Et moi, je n'ose pas leur dire parce que j'ai peur que je me fasse virer ou... Enfin, j'ai un apprentissage, quoi. J'ai peur de parler. Moi, je conclus qu'elle a un probable trouble de l'adaptation, donc elle a un stress évident au travail qui lui provoque des symptômes de dépression. Et je pense que ces douleurs sont des douleurs somatoformes, donc vraiment que le psychique provoque. Ça ne veut pas dire qu'elle a pas mal, elle a mal. Ces douleurs, elles sont réelles, mais ça n'a pas une cause organique. Est-ce que tu sais s'il y a peut-être une infirmière scolaire dans ton école? Il y a la médiation. Peut-être que tu pourrais discuter avec elle. Elle serait peut-être plus à même à te conseiller. Cette consultation aura finalement duré un peu plus d'une demi-heure. C'est important de pouvoir s'exprimer. Ton médecin traitant aurait été idéal pour ce genre de prise en charge. Elle n'aurait pas eu besoin d'un service d'urgence. Mais il aurait fallu qu'elle sache qu'elle puisse aller chez son médecin traitant pour ça. Et puis c'est pas évident. Je pense qu'il y a un problème d'éducation peut-être de la population par rapport à ça. Les urgences sont destinées à des prises en charge de courte durée et la gestion des flux est extrêmement tendue. En fait, c'est comme une baignoire, un service d'urgence. Il y a ce qui rentre et il y a ce qui sort. Et puis, il y a ce qui est dans la baignoire. Et puis, à certains moments de la journée, la baignoire peut déborder. Donc, en fait, il faut que ce qui sort et ce qui rentre soit équilibré. Et ce soir, justement, Alan Guillemin, infirmier urgentiste en charge de coordonner les places dans tous les hôpitaux fribourgeois, ne trouve plus de structure qui puisse accueillir les patients à la sortie des urgences. Les hôpitaux périphériques sont remplis actuellement, donc Ria, Tavel et Mérier sont remplis. J'ai plus de place ce soir pour accueillir des patients dans ces structures. Donc la conséquence, c'est que les patients ils restent ici aux urgences dans un premier temps, et puis après ils vont monter à l'étage, mais ils seront tous hospitalisés ici à Fribourg. Pour le médecin-chef Vincent Ribordi, c'est l'accumulation de plusieurs facteurs comme le manque de généralistes, de permanence médicale ou encore de personnel dans les EMS qui provoque l'engorgement des urgences. Il y a d'une part l'augmentation des patients, l'augmentation des patients âgés, proportionnelle au vieillissement de la population, l'apparition de nouveaux besoins de la population. Il y a quelques jours, il a publié une lettre ouverte dans le but d'alerter les autorités sur l'effondrement imminent du système sanitaire suisse. Alors, en clair, il ne s'agit pas de faire du sensationnalisme ni du catastrophisme, mais c'est important que nous signalions cette problématique et les services d'urgence de l'hôpital public doivent être soutenus pour qu'ils puissent continuer sa mission. Le lendemain matin, aux urgences pédiatriques, ce petit garçon vient d'arriver avec sa maman. Il est sur le point d'être partiellement endormi pour permettre au médecin de remettre en place son poignet fracturé. Tu vas faire comme une espèce de rêve. Donc tu peux choisir un petit peu ce que tu aimes bien faire comme rêve, toi. Tu aimerais bien être où si tu pouvais te téléporter comme ça. Aller dans un endroit chez toi, dans ta chambre, tranquillement. Faudra qu'on baisse plus. Et t'arrives à... Je vais baisser la lumière. Ouais, baisser la lumière volontiers. Alors, t'arrives à t'imaginer dans ta chambre. T'es couché sur ton lit, là. Puis si t'as envie, tu peux fermer tes yeux. La doctoresse Cosette Fariza Rocha prend soin de son petit patient avec bienveillance comme à son habitude, malgré la forte pression qui pèse sur les soignants.
Alors pour nous, ça veut dire travailler plus, ça veut dire des grosses journées où c'est difficile, où il n'y a plus de pause, on ne s'arrête plus de travailler, on travaille plus longtemps, on travaille des journées supplémentaires. Et puis je pense aussi ce que ça signifie, c'est quand même beaucoup de fatigue et aussi pas mal de frustration et puis de difficulté à être mis en face du fait qu'on n'arrive pas à prendre en charge les patients aussi bien qu'on voudrait. On est tous très, très motivés à prendre en charge nos patients le mieux possible. Et puis quand on voit que ça ne va pas être comme ça va mal se passer dans le sens où ils vont devoir attendre plus longtemps que ce qu'on espère. On ne pourra pas les garder vers nous, on devra leur organiser un transfert. Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour eux et c'est assez difficile ça. Si la récente flambée de bronchiolite a saturé l'hôpital des enfants, c'est aussi le manque de personnel en pédiatrie que la doctoresse pointe du doigt. On a des moments d'inquiétude, effectivement. Dès qu'on voit qu'on arrive à recruter, on est un petit peu moins stressé. Mais là, c'est effectivement un point sur lequel on a peu de contrôle. Et même en essayant de s'améliorer ou d'améliorer nos processus ou nos structures, c'est très difficile de faire face à ça. Jusqu'ici, le système sanitaire suisse a fait office de bon élève en Europe. Mais après 15 années passées dans un hôpital français, Thomas Schmutz craint le pire. En fait, je suis inquiet tous les jours. Pour être tout à fait honnête, en fait, je sais que, par rapport à mon expérience française, je sais que l'équilibre est extrêmement précaire. Donc en fait, si l'activité reste à ce niveau extrêmement tendu encore plusieurs années, avec des équipes qui sont fortement sous pression, très fortement sollicitées, le risque c'est qu'elle s'épuise. Je pense qu'il faut prêter une attention particulière à ça et qu'il faut apporter des réponses assez rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand la situation va commencer à se dégrader, ça va être très rapide, en quelques années. Depuis une année maintenant, l'hôpital de Fribourg a mis en place, avec l'aide des autorités, toute une série de mesures qui permettent aux urgences de garder la tête hors de l'eau. Mais l'avenir nous dira si celles-ci seront suffisantes pour éviter l'effondrement. C'est une organisation qui réunit déjà des milliers de membres à qui elle fait miroiter des profits juteux grâce aux crypto-monnaies. L'IM Academy tente de séduire les jeunes sur les réseaux sociaux, mais aussi lors de grands rassemblements. C'était le cas récemment à Zurich. Mais l'envers du décor est beaucoup moins clinquant. En Espagne, où l'IM Academy s'est déjà largement développée, 8 de ses membres ont été arrêtés. L'organisation est accusée d'escroquerie et de dérive sectaire. Regardez, c'est une enquête de Marie Bolinches. Zurich, le 3 octobre dernier. À l'heure où certains prennent le chemin du bureau de l'université, 10 000 jeunes se sont donné rendez-vous au Hallenstadion. Ils viennent du monde entier et sont élèves d'une école de trading en ligne, IM Mastery Academy. Les journalistes ne sont pas autorisés à entrer, mais nous avons eu accès aux images tournées par l'entreprise. Ces jeunes n'ont pas 30 ans. Ils disent gagner $10 000 par mois grâce aux crypto-monnaies. Croyez-moi, tout est possible. À 18 ans, je gagnais $500 par mois. À 19 ans, j'en étais à 10 000. Et maintenant, j'ai 20 ans et je vous le dis, je vais bientôt atteindre les 25 000. IM a investi beaucoup d'argent pour recruter de nouveaux élèves en Suisse. Mais derrière les promesses de réussite, se cache une entreprise aux méthodes douteuses. Au nord de l'Espagne, nous avons retrouvé l'un des anciens membres de l'académie. Il souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons Luis, il a 23 ans. Là, ce qu'elle vient de dire est très intéressant. Vous faites partie d'IM et IM fait partie de vous. Ces mots sonnent creux, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils les utilisent pour nous manipuler et nous faire croire qu'on ne fait qu'un avec l'académie. C'est très dangereux. Il y a 2 ans, Luis était un étudiant passionné par les crypto-monnaies. Un jour, il est approché par un élève de l'académie sur les réseaux sociaux.
Au départ, je voulais apprendre à être trader, mais très vite ils m'ont fait changer de voie, ils m'ont retourné le cerveau. Ils m'ont dit que si je voulais apprendre à investir de l'argent, il fallait d'abord que je crée ma propre richesse, et pour ça je pouvais recruter d'autres élèves, ils me verseraient une commission, et je pourrais ensuite investir. Luis découvre alors la pédagogie très particulière de l'entreprise. L'une de leurs méthodes quand on s'inscrit, c'est de nous faire écrire nos objectifs financiers et émotionnels. Par exemple, pour certains, il s'agissait d'aider leur famille qui traversait une crise. Dès qu'on veut partir, ou si on doute d'eux, ils disent alors « Tu as pensé à tes parents et à leurs problèmes ?» Ce qui au départ avait l'air d'être une formation financière, s'est vite révélé être une secte. Luis est loin d'être un cas isolé. Comme lui, des milliers de jeunes Espagnols sont attirés par la promesse de devenir riches très vite. Une perspective d'autant plus séduisante dans un pays où 83% des moins de 25 ans gagnent moins de 1 000 francs par mois. Ces dernières années, les crypto-monnaies ont attiré de plus en plus de jeunes investisseurs sans aucune connaissance dans le domaine. De vraies fausses académies ont senti le filon. Quand les familles se rendent compte de l'arnaque, il est souvent trop tard. Depuis quelques semaines, Maria del Mar est suspendue à son téléphone et aux rares messages qu'elle reçoit de son fils de 18 ans. Hola maman, todo bien. Allô mon chéri, donne-moi des nouvelles. Où es-tu ? Appelle-moi s'il te plaît. J'aimerais savoir ce que tu fais. Tu as déjà dépensé tellement d'argent dans cette histoire. Il me demande de lui envoyer de l'argent dès que possible. Je sais qu'il est à Barcelone, dans une maison avec beaucoup de monde. Et il a faim. Il a besoin d'argent pour s'acheter à manger. Maria del Mar a accepté de témoigner à condition qu'on ne la reconnaisse pas, pour ne pas rompre le peu de lien qu'elle a encore avec son fils. Le jeune homme a été recruté dans un parc après les cours. Il m'a annoncé qu'il avait enfin trouvé sa voie, que c'était l'avenir, mais que je n'allais de toute façon rien y comprendre. Il m'a proposé de me présenter à l'un de ses responsables, celui qui l'avait recruté, pour qu'il m'explique en quoi consistait la formation. Ils sont venus chez moi, j'ai tenu 15 minutes et je me suis enfermée dans ma chambre. C'était l'archétype du manipulateur. Son fils et plusieurs adeptes restent 3 jours chez elle pour tenter de la convaincre, en vain. Il a pris ses distances. Il ne répond plus aux appels. Et puis on a appris qu'il n'allait même plus en cours. Mère célibataire, Maria del Mar est désemparée. Je vais très mal. Je me sens seule et désespérée. Je veux qu'on me rende mon fils. Je veux mon fils. Au début, j'ai demandé de l'aide à la police. J'étais même prête à porter plainte contre mon fils pour qu'ils aillent le chercher. La police m'a dit qu'elle avait ouvert une enquête, mais que rien n'avait l'air illégal, que mon fils n'avait rien fait d'illégal et qu'il ne pouvait pas prendre ma plainte. En Espagne, des milliers de familles auraient contacté la police. En avril dernier, l'unité de lutte contre la délinquance économique arrête 8 responsables espagnols de l'académie. L'affaire est en cours d'instruction. Seul ce policier est autorisé à nous en parler. C'est un phénomène en pleine expansion depuis 2-3 ans. Nous essayons de l'enrayer, d'autant qu'il s'en prenne à des personnes vulnérables, de plus en plus jeunes, et même des mineurs. C'est très inquiétant. Pour qu'ils réagissent à ces accusations, nous avons cherché à contacter les représentants de l'Académie à Madrid. Nous nous sommes rendus à l'adresse mentionnée dans le registre du commerce, mais ces bureaux sont en fait ceux d'une entreprise de domiciliation. Malgré nos mails, IM n'a pas donné suite à notre demande d'interview. Si l'on en croit le témoignage d'anciens adeptes comme Luis, l'Académie fonctionne comme une arnaque pyramidale. Là, c'est moi quand j'ai commencé. Pour accéder au rang suivant, j'ai dû recruter 3 personnes. Puis ces 3 personnes doivent en recruter 3 chacune, et ainsi de suite. Une fois qu'on a recruté 30 personnes, on atteint le niveau Platinum 1000, et on gagne 1 000 francs par mois. Pendant un an,
Luis passe donc ses journées à recruter. Et ses nuits aussi sont rythmées par la secte. Il doit s'endormir au son de podcasts préparés par l'académie. Cette année, vous allez devenir une nouvelle personne et un nouveau leader. Ces podcasts, vous croyez qu'ils parlent de crypto-monnaie? Non. De la bourse? Non plus. Ils parlent de notre état d'esprit, de comment atteindre le succès, de devenir la personne que l'on veut être. Les podcasts nous stimulent, nous poussent à adopter l'état d'esprit d'un requin de la finance. Peu à peu, Luis prend ses distances avec sa famille et ses amis. Ils te répètent qu'ils sont la seule solution pour toi, qu'ils détiennent la vérité, pas comme tes parents qui ont été dupés toute leur vie. Et cette vérité, quelle est-elle? Eh bien, qu'étudier à l'université ou travailler ne sert à rien. Pour réussir sa vie, il y a une astuce, et ils sont les seuls à la détenir, et ils peuvent te la révéler. Moi, par exemple, ça a miné ma relation avec mon ex-copine. C'était une étudiante brillante, mais moi je dénigrais et méprisais ses bonnes notes. Mais le doute commence à l'envahir. Je me suis demandé si j'étais moi-même, si j'étais réellement celui que j'étais devenu ces derniers mois. À Madrid, l'enquête de police s'éternise. María del Mar a décidé de passer à l'action. Je suis une mère désespérée. Je suis prête à tout pour sauver mon fils. Mon but, c'est de leur mettre des bâtons dans les roues pour qu'ils ne puissent plus recruter personne. Elle a rejoint une association de lutte contre les sectes. Bonjour! Comment vous allez? Ce matin, elle a rendez-vous avec Juancho, le président, Bonjour, comment tu vas? et Marta, dont la fille est membre de l'académie depuis 1 an. Objectif de la réunion, empêcher à tout prix le prochain rassemblement. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Rotterdam? Voulez-vous montrer la vidéo promotionnelle qu'ils viennent de publier? Moi, il faut agir tout de suite. En mars prochain, 15 000 jeunes du monde entier sont attendus à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ouais, on dirait la publicité d'un concert de rock. Regardez les prix, c'est scandaleux. 229 francs l'entrée de base, sans compter l'avion, l'hôtel, les repas. Pourtant, Marta sait qu'elle ne pourra empêcher sa fille de 16 ans d'aller à Rotterdam. Si je le lui interdis, elle fera comme les autres fois. Elle prendra sa valise et elle fuguera. La dernière fois, elle est partie de chez nous parce que son père et moi ne voulions plus payer l'académie. Elle a travaillé dans un bar de nuit et vécu dans un appartement avec d'autres membres de la secte, dans des conditions lamentables. Quand elle est revenue, elle avait des puces, la gale, et elle avait faim. Grâce à l'entêtement de Marta, María del Mar et Juancho, un précédent rassemblement a été annulé à Dubaï en juillet dernier. On a contacté l'ambassade des Émirats en Espagne. On a parlé avec l'émir et le stade où ils étaient censés organiser l'événement. Avec l'annulation, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ce boycott nous a donné une force incroyable. Nous sommes un peu comme David contre Goliath. Ils avaient aussi tenté de faire annuler l'événement de Zurich, sans succès. Il leur reste 3 mois avant Rotterdam. Dans le même temps, l'association a porté plainte contre l'académie. Bonjour, je viens voir Maître Bardavio. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Carlos Bardavio est le spécialiste espagnol des mouvements sectaires. Je viens de la part de l'association et des familles d'adeptes pour savoir si on a des nouvelles concernant la plainte et l'enquête. On les a arrêtés pour délits présumés de publicité mensongère, escroquerie, association de malfaiteurs, manipulation mentale et menaces. Je suis persuadé qu'on va aboutir à un procès, mais ça va prendre du temps, des années sûrement. Moi, je me demande comment ils ont fait pour changer mon fils en si peu de temps. Je ne sais pas où il est. Comment ont-ils fait? Où est-il? J'ai calculé que dans ce genre d'affaires, les personnes restent en général 6 à 8 mois dans la secte, jusqu'à ce qu'elles découvrent la vérité. Mais pour d'autres, le chemin est plus long. Au bout d'1 an d'endoctrinement, Luis a finalement repris sa liberté.
Je suis parti faire une retraite spirituelle. Je suis catholique. J'ai passé 3 jours dans le silence, sans recevoir aucun stimuli émotionnel de la secte. Et je me suis dit, non, je ne veux pas de cette vie. Reste un sentiment de culpabilité, car Luis a participé au recrutement de près de 500 personnes. J'ai fait entrer l'un de mes meilleurs amis. Et quand je suis parti, lui, il est resté encore 1 an et demi. C'est dur, c'est très dur. Heureusement, quand je suis parti, je l'ai annoncé à mon équipe, et beaucoup de ceux que j'avais recrutés sont partis avec moi, mais pas tous. Luis a repris ses études dans la finance à l'université. À Madrid, le fils de Maria del Mar est enfin rentré à la maison, après 3 mois d'absence, mais dans un piteux état. Il n'est pas parti par conviction. Il est parti parce qu'il n'avait plus le choix. Il est revenu très malade. Il m'a fallu 3 jours pour le convaincre d'aller voir un médecin qui l'a mis sous antibiotiques. Il a passé 10 jours où il n'a fait que dormir et manger. Il a pris 9 kilos. Petit à petit, il a commencé à prendre ses distances avec tout ça et à recommencer sa vie d'avant. Mais on reste très inquiet. On ne sait pas s'il en est complètement sorti ou s'il va y retourner. On ne peut pas en parler avec lui. Maria del Mar compte bien continuer son combat contre l'académie. Au cours des 5 dernières années, ses responsables affirment avoir recruté 200 000 jeunes dans le monde entier. Marie Bolinches, bonsoir. Bonsoir. C'est votre enquête. On comprend qu'il y a une volonté de s'étendre un peu partout dans le monde. Il y a des résistances aussi. Pour autant, la réunion à Zurich n'a pas pu être annulée. Effectivement, Maria del Mar, qui est la maman qu'on voit dans ce reportage, avec son association, a lancé l'alerte plusieurs mois avant le rassemblement de Zurich. D'abord en créant une pétition sur Internet qui a rassemblé plus de 43 000 signatures. Ensuite en alertant la presse locale à Zurich. Et puis enfin en contactant la mairie de Zurich, puisque le Hallenstadion est géré par la ville de Zurich. Et là, eh bien, elles n'ont obtenu absolument aucune réponse. Et on a vu que l'événement a effectivement pu avoir lieu. Alors, il faut redire que cette académie n'a donné suite à aucune de nos demandes d'interview, ne veut pas réagir à ces accusations. Et il y a cette procédure en Espagne, 8 arrestations. Où est-ce qu'elle en est, cette procédure ? Alors, pour l'instant, l'enquête est en phase d'instruction. L'instruction a été confiée à l'Audiencia Nacional. C'est le tribunal le plus important en Espagne en matière pénale. Et puis, le fait que beaucoup de mineurs aient été recrutés par l'académie, eh bien, ça pèsera très certainement assez lourd contre les dirigeants espagnols d'IM Academy. Mais attention, cette enquête, elle va prendre des mois, peut-être même des années, parce que, comme nous l'a expliqué l'avocat qui représente les familles, eh bien, il y a des centaines, voire des milliers de victimes et puis beaucoup de plaintes qu'il faut étudier. Et donc, il faudra attendre extrêmement longtemps avant de voir les dirigeants espagnols d'IM Academy passer devant un juge. Et on parle bien uniquement pour l'instant des dirigeants espagnols de l'Académie, puisque les représentants internationaux, eux, ne se trouvent pas en Espagne. Ils sont aux États-Unis et ils ne sont pour l'instant pas poursuivis. Alors, on voit que cette académie, elle promet des profits juteux. Tout ça, c'est basé sur du vent. Est-ce que c'est un cas isolé ? Non, ce n'est pas un cas isolé. Et depuis le début de la pandémie, ce genre d'académie a fleuri sur Internet et on les voit notamment sur les réseaux sociaux qu'ils inondent en permanence. On parle d'académies qui sont souvent plus ou moins bidons. On ne parle pas forcément de dérives sectaires comme c'est le cas d'IM Academy. Mais en revanche, c'est un business assez juteux puisque rien qu'en Espagne l'année dernière, ça a généré plus de 300 millions d'euros. Les autorités espagnoles sont extrêmement inquiètes sur les ravages que ça peut faire parmi la jeunesse espagnole. Et ils commencent d'ailleurs à organiser des sessions de sensibilisation pour alerter les jeunes dans les écoles sur le danger de ces formations en ligne. Merci beaucoup, Marie Bolinches, d'être venue sur le plateau de Mise au Point. De quelle couleur sera votre cercueil ? Quelles fleurs seront posées dessus ? Et sur quelle musique vos proches vont-ils pleurer ? De plus en plus de Suisses veulent décider cela eux-mêmes et choisissent d'organiser leurs propres funérailles. Une tendance qui s'est encore accélérée depuis le Covid avec une forte hausse de ce que les pompes funèbres appellent les contrats de prévoyance. C'est un reportage de Raphaël Guillet. Bien sûr, il y a l'espérance de vie qui augmente, les progrès de la médecine, les vitamines, les crèmes anti-rides. Il n'empêche, un jour ce sera vous.
Et tout comme moi, vous n'avez sans doute rien prévu, contrairement aux témoins de ce reportage qui ont donc choisi de préparer et de financer leurs propres obsèques. Oui, je prends volontiers un café. En tout cas, tout est prêt ici à Puy pour le jour où monsieur, plus âgé que madame, s'en ira en premier. Ils en ont beaucoup parlé ensemble. Ils ne sont pas pressés, mais ils sont prêts. Voilà. Merci. Nous avons choisi le cercueil, la couleur, il sera blanc, les habits que portera le défunt. Vous, quoi? Moi, évidemment, dans ce cas. Le discours, la musique, les arrangements fleuraux, les bougies, la manière dont seront rendus les honneurs, et puis, bien sûr, très important, la collation qui va suivre la cérémonie funéraire. Nous avons même rédigé déjà l'annonce mortuaire pour la presse. Elle est originale puisque, au lieu que ce soit la famille qui annonce mon décès, je l'annonce moi-même. Je vous annonce que je suis parti pour un autre monde. Il y a 3 ans, j'ai enterré ma maman. J'ai dû préparer l'enterrement, l'organiser avec ma sœur et mon papa. Et je me souviens que cette journée d'enterrement, je ne l'ai pas vraiment vécue comme je l'aurais voulu. Parce que j'étais dans le stress des préparations, de l'organisation. Je n'étais pas vraiment dans la sérénité. Probablement que toutes les personnes qui étaient là, elles l'ont vécu différemment de moi. Et ça, c'est vrai que ce que Jean-Philippe a fait, pour moi, c'est un cadeau. Parce que je vais pouvoir vivre cette journée vraiment avec lui intensément. Coiffeuse retraitée, diminuée par une maladie grave qui ne la lâche plus, Yvette Botreau aperçoit depuis son balcon l'église de Lutry, où auront lieu ses obsèques. Elle aussi a signé un contrat de prévoyance funéraire pour que tout soit prêt le jour de la cérémonie. J'ai trouvé des textes comme ça que j'ai envie de lire, qui correspondent à ce que j'ai envie de dire à mes connaissances. Je parle beaucoup plus à mes amis qu'à la famille, parce que la famille, elle s'est rétrécie. Et c'est surtout mes amis qui m'ont beaucoup accompagnée toutes ces années de mauvaise santé, que je voulais remercier. Donc c'est surtout pour eux que vous faites C'est cette surtout cérémonie. pour eux, voilà. Autrement, j'aurais probablement pas fait grand-chose. Et pour le chat, vous avez prévu quoi alors? Alors le chat, j'ai heureusement trouvé une amie qui sera censée me le prendre dès qu'il m'arrivera un malheur. C'est tout prévu, tout est organisé. Il a sa seconde maman qui l'attend, quoi qu'il m'arrive. Mais ça sera triste de se quitter les deux. Ouais, vraiment. Ça, c'était mon plus grand souci. Mais voilà, on est encore là les deux pour le moment. Maman chouchou. Oh oui, on est encore les deux là. Ouais. Ça, c'est mon amour. Et le fait d'avoir tout préparé, ça vous apporte quoi? Je suis tranquille. Je suis tranquille. C'est tout organisé. Je sais exactement comment ça va se passer. Et ça correspond à ce que j'ai envie de transmettre. C'est plus facile, du coup, de se dire que on va devoir partir, quoi. Oui, mais pour moi, c'est pas compliqué de partir. Ça fait en tout cas 3 ans que je suis prête à partir. Parce qu'il y a 3 ans, on me donnait pas grand-chose. Et puis, je suis toujours là. Donc, je suis prête. Pour ce couple, c'est jour de signature de contrat avec les pompes funèbres à Morges, sur les lieux mêmes où sont prévues la collation et la cérémonie laïque. C'est le mariage. Ouais, Il n'y aurait qu'une rose blanche sur le cercueil pour symboliser l'absence. Et puis, oui, madame. Pardon, moi je pense juste, j'aimerais quand même qu'il y ait une photo de Jacques. Ah oui, alors ça, il n'y a Ça aucun va pas, problème. Ça, il faut le préciser, madame. Oui. Donc, la rose blanche symbolise l'absence. La corbeille de pétales, c'est pour
Oui. En partant, chacun faire un geste d'adieu individuellement, n'est-ce pas? Et puis on va mettre près du cercueil, sera placée une photo, n'est-ce pas? Une annonce mortuaire paraîtra dans 24 heures. Ça, c'était convenu. Ben merci. On voulait visiter peut-être la chapelle, comme ça vous aurez vu les lieux. Oui. C'est bien aussi de pouvoir voir les lieux. La famille prend place ici devant, les plus proches sont ici devant, les orateurs viendront ici. Puis derrière, vous avez tout l'équipement pour la musique. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est bizarre? Bon, je peux me représenter dans ce cercueil, mais je peux pas me représenter ne pas exister. Mais je rentre serein, ça me trouble pas. Jacques n'entend pas faire de ses obsèques un spectacle. Il trouverait ça bizarre. Mais il a choisi l'auteur de la bande-son, Mozart. Pour moi, si je choisis des musiques, je pourrais faire quelque chose qui lui fera plaisir. Moi, je suis sûre qu'il les entendra. Mais oui, pour moi, c'est important de pouvoir respecter ça. Et puis, voilà, oui, il me simplifie la vie, il me soulage par rapport à ça. Quand on prépare une cérémonie comme ça, on n'est pas un peu frustré de ne pas pouvoir y assister? Oui, surtout pour la musique. Oui, c'est vrai, oui. Oui, je peux dire ça comme ça, oui. Et vous dites ça avec le sourire? Ben oui. J'ai pas le choix. Personne n'a le choix. Je suis en fin de carrière. On peut dire ça comme ça. Alors, tout peut arriver n'importe quand, hein. Surtout que j'ai été malade et puis j'ai plus une santé mirobolante, mais je vais bien. Yvette, l'ancienne coiffeuse, n'est pas du genre à baisser la tête. Elle défie la grande faucheuse à la pétanque 2 fois par semaine. Quant à ses amis, on hésitait un peu à casser l'ambiance, à leur poser la question pour les obsèques. Mais il n'y a aucun sujet tabou au pays du cochonnet. On savait qu'elle était quand même très malade, donc, et puis elle disait elle-même « Ah, je ne sais pas si je serai au repas de clôture, parce que peut-être je ne serai plus là. » Donc voilà, moi je pense que... Et puis c'est quelqu'un qui prévoit les choses, quoi, qui est vraiment... Je comprends qu'elle l'ait fait. Vous-même, vous l'avez fait? Alors moi j'ai 2 filles, j'ai juste fait une lettre, moi. Depuis plusieurs années, elle est là, puis c'est notre rayon de soleil. Voilà. C'est comme ça qu'on l'aime, quoi. Tout le monde l'aime bien ici. Elle sait qu'elle peut compter sur moi dans n'importe. La nuit, si elle faut l'amener à quelque part, je me suis déjà la chercher le matin très tôt pour l'amener en urgence et tout. Elle sait que je l'accompagnerai jusqu'au bout, sans souci, puis je suis tellement fière d'elle. À Puy, Jean-Philippe Tonnet, habitué à tout gérer de par son ancien métier de directeur de banque, a voulu nous montrer un extrait de ce qu'il a prévu de très particulier pour sa cérémonie. Ce cercueil blanc fleuri dans cette chapelle, eh bien, je ne suis pas dedans. Mon corps, peut-être. Ma chrysalide, oui. Mais moi, Jean-Philippe, je ne suis pas dans ce coffre en bois blanc. Ne vous faites aucun souci à ce sujet. Socrate a dit à ses disciples, vous n'enterrez pas Socrate, vous enterrez le corps de Socrate. Certains diront peut-être que c'est un peu cabotin. Vous pensez plutôt que c'est un cadeau, en fait? Vraiment, je pense que c'est pour eux une bonne expérience que d'entendre ma propre position sur ma propre mort. C'est toujours on a tendance à dire, oh le pauvre, maintenant il est mort. Et puis je leur dis, ben non, vous voyez, je ne suis pas mort. Ma chrysalide, oui, elle est morte, mon corps. Mais moi, Jean-Philippe, je suis là, bien vivant, dans un autre monde. Et je vais très bien. Il y aura aussi une caméra à l'église de Lutry,
pour que les obsèques d'Yvette puissent être suivies en direct sur Internet par sa petite-fille, depuis Washington où elle réside. Elle pourra aussi écouter les paroles d'une version traduite très spéciale du Alléluia de Leonard Cohen, des paroles qu'Yvette veut réserver à ceux qui assisteront à la cérémonie. Chanson importante pour vous. Oui, très importante. J'aime beaucoup cette chanson. Et j'aime les paroles qu'elle a mis dans cette chanson. Je trouve que ça correspond à ce que je pourrais avoir envie de dire quelque part. Ouais. Et c'est la chanson que vous avez donc imaginée pour vos obsèques? Voilà, pour mes obsèques, et vraiment à la fin, tout à la fin, avec cette chanson, je dis au revoir à tout le monde. Et ça va toucher des gens qui me connaissent, qui savent comme j'aime chanter. Et j'ai aimé cette chanson, et surtout dans le chœur dont je fais partie. Ils vont être surpris. Et je leur laisse la surprise, justement. Et après, il y aura une petite verrée, voilà, que chacun puisse boire un petit verre à ma santé. Ils savaient bien comme j'aimais boire un verre, donc voilà, on fera un petit santé comme ça. Je serai une petite mouche. Mise au point continue sur les réseaux. Ne manquez pas nos autres vidéos sur ceux qui préparent leurs funérailles et sur l'Académie des cryptos. Et puis, n'hésitez pas à commenter nos reportages à l'adresse miseaupoint@rts.ch et sur notre répondeur au 058 236 94 00. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, passez une excellente semaine. Au revoir.